Merci madame. Je tenais à remercier monsieur le directeur du CRTSE pour m'avoir donné cette opportunité de vous parler d'un sujet d'actualité très chaud. Nous le subissons aujourd'hui, ce changement climatique, ces problèmes de développement durable. Et en tant que chercheur, donc, nous sommes interpellés à militer en premier lieu pour un meilleur développement durable, pour ne pas frustrer l'avenir de nos enfants et des générations futures. Que devrons-nous faire en tant que chercheurs? Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à des problèmes immenses. Et donc, cette conférence va vous introduire de nouveaux concepts, peut-être pour la majorité de vous. Ces concepts sont nouveaux, sont avant-gardistes. Mais je pense qu'un chercheur, comme je l'ai dit toujours, c'est d'abord, il est animé d'une passion, en premier lieu. Et deuxièmement, il aime les défis. Un chercheur qui ne vit pas avec des défis ne peut pas évoluer. Même si vous n'avez pas la chose, il faut oser. Même si c'est un échec. L'échec n'est pas un échec en lui-même, mais c'est une expérience qu'on a acquis. Et on ne va pas refaire la même erreur. Et donc aujourd'hui, vous savez, c'est un grand projet aujourd'hui qui a été mis en place. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette conférence dans le cadre de ce grand projet mondial qui s'appelle le projet du génome des matériaux. Le projet du génome des matériaux est une idée que nous avons développée. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'humanité aujourd'hui est confrontée à d'énormes problèmes. Premier problème, les catastrophes naturelles. Les inondations, nous avons vécu des périodes d'inondation extraordinaires. Subitement, la nature se déchaîne et vous avez une inondation. Les feux de forêt, c'est cette catastrophe naturelle que nous ne pouvons pas maîtriser. La famine, il y a des gens qui ne mangent pas. Les ressources en eau, la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Comment faut-il pour sauver l'humanité? Ça va de pire en pire. Et donc les moyens pour sauver l'humanité, c'est de trouver des solutions. Ces solutions, ce sont les chercheurs qui doivent développer ces solutions. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement. Parce que le gouvernement fait avec ce qu'il existe pour essayer de parer à ces catastrophes. Donc le chercheur a l'obligation de trouver de nouveaux moyens. De nouveaux moyens pour produire plus d'eau et économiser plus d'eau. Donc trouver de nouveaux matériaux. De nouveaux matériaux pour lutter contre le feu. Les nouveaux matériaux pour lutter contre ces changements climatiques. Les nouveaux matériaux pour développer une agriculture durable. Donc dans tout ça, c'est des matériaux qu'il faut trouver. Des matériaux adaptés, qui ne sont pas nuisibles et qui apportent un confort de plus pour l'humanité. Et pourquoi ça? Parce que responsables, on peut, c'est nous, en premier lieu, qui sommes responsables. Le développement de la science, cette science sert à développer des technologies, avoir des technologies de plus en plus performantes. Et ces technologies, il y a une résilience. Il faut maîtriser le risque de cette technologie. On n'arrive pas à maîtriser. Et ce sont des accidents qui sont dus soit à des erreurs humaines, soit à des erreurs de technologie. Et nous le verrons par la suite. Et puis, tout ceci a besoin de quoi? D'énergie. Le monde est consommateur de plus en plus d'énergie. Et notre humanité va de plus en plus consommer de l'énergie. Mais toute l'énergie qui se développe aujourd'hui est essentiellement de l'énergie fossile. Très peu d'énergie renouvelable. Moi, j'aime pas le mot énergie renouvelable, parce que l'énergie ne se renouvelle pas. Je dis l'énergie dite renouvelable, parce que c'est la source qui change. Le soleil, l'énergie, elle est perdue qu'il produit, mais il reproduit de l'énergie. Il produit encore de l'énergie. Parce que c'est le principe de la thermodynamique. L'énergie, donc elle se conserve, certes, mais elle se transforme d'une forme
a une autre forme, mais elle ne se renouvelle pas. Le Soleil ne se renouvelle pas. Le Soleil est aussi en train de se consumer. Dans quelques années, il va s'éteindre. Donc je ne peux pas parler d'énergie renouvelable. Ce n'est pas une énergie qui se renouvelle. Le Soleil ne se renouvelle pas. Il est aussi voué à la mort. Donc, les mots est péjoratif quand on parle d'énergie renouvelable. Alors, donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand un chercheur développe un nouveau produit au niveau du laboratoire, il y a deux vitesses de développement. Il y a la vitesse de détérioration de l'humanité, et il y a la vitesse pour développer de nouvelles solutions. Les deux vitesses ne sont pas les mêmes vitesses. La vitesse de détérioration est 10 fois plus importante que la vitesse de développement. Que faut-il faire pour accélérer la vitesse de développement des matériaux? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, entre la découverte d'un matériau au niveau d'un laboratoire, c'est-à-dire que vous avez développé dans votre laboratoire, pour qu'il soit commercialisé, c'est 18 ans. Donc ça veut dire un matériau qu'on découvre aujourd'hui au niveau du laboratoire, n'attendez, quand vous voyez dans une publication que tel groupe de recherche a trouvé un nouveau matériau avec des propriétés intéressantes, ce n'est pas pour demain, il va être commercialisé. Regardez, par exemple, depuis quand date la première publication sur les batteries de lithium? 1950. Quand est-ce que c'est devenu une réalité, les batteries au lithium? Une décennie, hein? Donc vous voyez que entre la production du savoir fondamental, de la connaissance fondamentale qui aboutit à du progrès, et entre l'innovation qui va développer ce produit, il y a un gap très important. Donc le problème d'un chercheur, c'est comment réduire ce gap entre le développement du matériau au niveau du laboratoire et dans la commercialisation. Nous avons fait un cas exceptionnel pendant le Covid pour le vaccin, bon, parce qu'il y avait une urgence, hein? On n'avait pas le temps nécessaire, et c'est par la suite qu'on découvre les effets indésirables, hein? Qu'on n'a pas pris toutes les... parce qu'on s'est hâté à trouver une solution pour sauver l'humanité, mais peut-être que les conséquences vont être plus graves que si nous avions trouvé d'autres solutions. Alors, parce qu'un chercheur, généralement, pour découvrir des choses, pour avoir des idées de génie, il se base essentiellement sur son expérience. C'est son expérience qui est la plus fondamentale. Et généralement, un chercheur dans le domaine expérimental est intimement lié à la notion de trial error, essai-erreur. Il essaye, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et donc nous avons en 2006, 2007, avec un groupe de chercheurs internationaux, nous avons dit comment faut-il faire pour accélérer cette tendance de produire de nouveaux matériaux. Avec à l'époque c'était le défunt professeur Walter Kohn, prix Nobel de chimie, qui était précurseur de nous demander de mettre en place ce projet, et Krishnarayan, un professeur aussi aux États-Unis. Nous avons décidé de créer cette notion de génome des matériaux. Et donc nous avons créé la première chose, en fait, la première chose c'était de créer une plateforme collaborative à l'échelle internationale. Toute personne désirant collaborer dans le cadre de ce projet peut intégrer le groupe. Et ça a commencé à se faire. Et puis, comme j'ai dit, le grand pas a été fait en 2011 dans un discours du président Obama aux USA. Il dit que l'avenir de l'humanité dépend de l'initiative qu'il a appelée le génome des matériaux. Et donc, les USA adoptent le génome des matériaux comme une solution globale aux problèmes qui sont posés. Et parmi un des projets phares à l'époque, c'était les batteries de lithium, qui a été développé par les calculables initiaux, à l'époque par CEDER, hein, qui par la suite a eu en 2022 le prix d'innovation des États-Unis pour avoir
était l'initiateur de cette idée fondamentale de faire des batteries au lithium. Et donc c'est devenu, donc les États-Unis, dans un discours prononcé par le président Obama dans une université qui est l'université de Carnegie, parce que dans ces pays, ce sont les présidents qui donnent de l'importance à la recherche et le développement. C'est le président qui parle de la recherche et du développement. Et donc, il fait chaque année, le président des États-Unis fait un discours à la nation à travers l'université pour donner les grandes lignes du développement de la science et de la technologie. Un président des États-Unis est entouré de 101 experts scientifiques. C'est-à-dire qu'il a 101 conseillers scientifiques. Le seul qui s'est débarrassé, c'était Trump, qui ne croyait pas à la science. D'accord? Donc, il s'est débarrassé de ces 101. Donc, parmi eux, les prix Nobel, etc. Donc, vous voyez qu'un État ne peut pas se développer sans l'apport de ses compétences et de son expertise scientifique. Et puis, voilà le président Obama, son discours en 2011. Et puis ensuite, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui, en 2014, emboîte le pas, d'accord, et met en place aussi un programme du génome des matériaux. Donc, ce programme suit son cours et il y a beaucoup de développement dans ce sens. Voilà. C'est juste une introduction pour vous dire que dans quoi s'intègre ce projet et que ce projet va donner à des solutions que je vais présenter tout à l'heure. Alors, parce que la science, comment elle se développe? Elle se développe par des paradigmes. C'est ce qu'on appelle une paradigme, une façon de faire la science, une façon de réfléchir, une façon de développer des choses. La première des choses, l'homme a développé le premier paradigme qui était basé sur l'observation. Donc l'homme, en premier lieu, s'est basé sur ce qu'il observe. Et à part de ce qu'il observe, les phénomènes, il a essayé de développer une science, d'accord, basée sur son observation. Ensuite, il fallait ces observations les généraliser par des concepts mathématiques, par des équations mathématiques. Donc c'est l'approche, le deuxième paradigme, le paradigme basé sur les théories. Et c'est la naissance des grandes théories. Newton, Galilée, Einstein, etc. Ensuite, il y a eu l'avènement des ordinateurs. Donc, il y a eu quelque chose qui a pris le pas, c'est la modélisation et la simulation. On pouvait faire la science sur un ordinateur. Et puis le dernier sur lequel se base le génome, c'est les données. L'exploitation de tous les résultats qui existent aujourd'hui, donc de toutes les données qui existent aujourd'hui, et à partir de ces données, découvrir un nouveau savoir, sans faire de calcul, sans faire d'expérience. D'accord? Comment je peux, juste à partir du savoir qui existe, développer un nouveau savoir. C'est ça le but du génome des matériaux. Et pourquoi on l'appelle génome? Comme le génome humain. Le génome humain est basé sur les gènes, d'accord, sur les composants fondamentaux du gène, sur l'ordonnancement de ces 4 brins d'ADN. Ici, le génome, notre gène, c'est le tableau périodique de Mendeleïev. Ce sont les éléments du tableau périodique de Mendeleïev. Ils sont tous connus pour le moment, parce qu'on va découvrir d'autres nouveaux matériaux dans des planètes, hein, où nous n'avons pas ces matériaux qui existent aujourd'hui, ces éléments fondamentaux, d'accord, ces éléments. Et donc, comment je peux combiner ces matériaux pour découvrir de nouveaux matériaux? Alors, je donne juste un exemple. Quand vous faites le mélange de 2 matériaux du tableau périodique de Mendeleïev, composition fixe, ce qu'on sait faire, ce qu'on a pu faire, soit du point de vue théorique ou du point de vue expérimental, c'est à peu près 70%. Nous avons une information de 70%. Si je prends 3 éléments, tout ce que nous connaissons sur ce qui peut exister, c'est 5%. Si je vous montre 4 éléments, c'est moins de 1%. Et un bon matériau, c'est un mélange au moins de 10 composants. Donc ça veut dire que notre connaissance est très, très, très limitée par rapport à ce qui peut exister, mais dont nous n'avons pas accès. Parce que pourquoi? Parce que ça nécessite du temps pour faire des expériences, pour faire autre chose. Alors, on utilise ce qu'on appelle des techniques combinatoires pour les matériaux. Je ne vais pas aujourd'hui faire ça.
nous avons deux lignes, ce qu'on appelle la ligne de prédiction et la ligne de production et la ligne de conception. Donc vous avez une ligne de conception et vous avez une ligne en retour de production. C'est-à-dire, soit vous partez du besoin. J'ai besoin d'un nouveau matériau pour l'énergie. Voilà le cahier de charge. Et à partir de ce besoin, je cherche quelle est la fonction que je cherche. Par exemple, conversion photovoltaïque, c'est la fonction. Ensuite, par rapport à ça, quelles sont les propriétés à partir de la fonction. À partir de la propriété, quelle est la structure que je dois adapter. Ensuite, quels sont les éléments de base, les atomes qui vont faire. Ça, c'est la ligne, je dirais, de production, à partir du besoin. Ou bien, vous faites l'inverse, la ligne de résolution. Vous partez de configuration, c'est ce qu'on fait généralement dans les calculs habilitiaux. On parle d'une configuration exotique, d'accord? Et on cherche qu'est-ce que ça va donner cette configuration comme propriété, ensuite comme fonction. D'abord, il faut que cette structure, je l'ai définie à l'état fondamental, d'accord? Et généralement, tous les calculs sont dans des conditions idéales quand je fais des simulations et des modélisations sur des matériaux. Parce qu'aucune structure n'est parfaite. Il n'y a pas une structure où les défauts n'existent pas. Mais on marginalise beaucoup ces défauts dans les calculs. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ça, dans la technique, comment on fait, c'est pas ça que mon idée. Ce n'est pas le but. Mais pour nous, voilà ce que je vous propose comme nouveau matériau qui puisse répondre à vos besoins actuellement énergétiques. Je les ai classés, je vais parler un peu d'eux. C'est ce que j'appelle les matériaux topologiques. Je vais parler tout à l'heure. Ensuite, les semi-conducteurs tétraédrales remplis. On va vous dire ce que ça veut dire. Ensuite, les cristaux du temps. Un cristal temporel. Qu'est-ce que ça veut dire, un cristal temporel? Et ensuite, Large Spin Orbit Torque, les SWOT, qui sont à la mode aujourd'hui. Donc on va essayer de parler de ces pourquoi. Mais pour moi, mon point de vue aujourd'hui, je vais parler que de ligne de production, pas de ligne de résolution. Vous pouvez choisir la ligne de résolution. Mais pour moi, dans le cadre du génome, je parle de la ligne de production, d'un besoin. Comment le besoin va me faire revenir en arrière pour trouver le matériau. Alors, pour nous, nous sommes, comme j'ai dit, dans un centre de recherche qui s'intéresse à l'énergétique. Donc son premier défi est un défi énergétique. Mais je ne vais pas parler de tous les défis énergétiques qui existent, mais un défi qui nous concerne tous et qui concerne toute l'humanité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans un monde digital, c'est-à-dire c'est l'ordinateur qui fait tout. Et puis on parle plus maintenant de l'intelligence artificielle. On parle de tous les mérites de ce monde numérique. On parle de tous ces défis de ce monde numérique, de tous les mérites de l'intelligence artificielle. Mais on oublie une chose. Cette intelligence artificielle et ce numérique est à l'encontre du développement durable. Et à l'encontre, et je vais en parler, et à l'encontre du développement durable. On pense qu'aujourd'hui, que la crise énergétique est due au tertiaire, au transport, à l'habitat, à la consommation domestique, c'est fou. À l'industrie, c'est fou. Alors pourquoi? Regardez, les besoins énergétiques des ordinateurs du monde numérique. Le monde numérique, qu'est-ce qu'il utilise? C'est Internet, c'est les ordinateurs, c'est les data centers, c'est les serveurs. C'est ça dont on a besoin. En 2018, les besoins énergétiques de ça étaient inférieurs à 2%. C'est-à-dire la quantité d'ordinateurs, de data centers et de serveurs consommait à peu près 2% de la consommation globale en énergie
de l'humanité. Juste en 2020, 4%. 2022, elle est supérieure à 10%. Regardez la croissance en demande énergétique du numérique. Et en 2025, on préconise que la demande sera supérieure à 25%. Un quart de la production en énergie est consommée par les ordinateurs. Donc cette révolution numérique et cette révolution dans l'intelligence artificielle, elle a une face néfaste pour le développement durable. Solution, besoin, comment faut-il réduire ceci? Parce que cela, en plus, parce que quand je vais parler de l'ONU, quand on parle de numérique, ça veut dire l'utilisation des semi-conducteurs. Les besoins en semi-conducteurs vont être de plus en plus importants. Et qui dit de semi-conducteurs? Des fonderies pour fabriquer des semi-conducteurs. Et qui dit fonderie, c'est énergivore, une fonderie. Donc, vous voyez là, la consommation qui va encore de plus en plus augmenter pour le monde. Donc, la solution devient la première question d'abord. Parce que tout le monde se dit comment un ordinateur consomme autant d'énergie. Donc, la première chose qu'on va essayer de comprendre, pourquoi les ordinateurs utilisent autant d'énergie. Parce qu'on se prend un laptop, un laptop. J'ai des ordinateurs, qu'est-ce qu'ils vont consommer? Ensuite, the hidden cost of intelligence artificielle. Quel est le coût caché de l'intelligence artificielle? Je donne juste un exemple, le chat GPT-3. Vous êtes tous en train de voir, aujourd'hui on parle de chat GPT-3. Un chat GPT-3, d'accord? Pour faire juste, vous lui donnez une information, pour vous faire un topo, d'accord? Il utilise 1287 gigawatts par heure pour une seule interpellation de votre ordinateur, parce que derrière lui, c'est des data centers qu'il utilise pour faire de l'intelligence artificielle. Et la consommation de ces data centers, parce que c'est de l'information qu'il va trier, qu'il va analyser, qu'il va... Ça, c'est pas pour qu'il écrite. C'est l'équivalent de ce que consomment 120 foyers aux États-Unis pendant une année. Ce que consomme une interpellation d'un chat GPT-3, d'un questionnement, d'un chat GPT-3. C'est dingue. Ça a été publié récemment. C'est pas moi qui le dis. C'est des chercheurs qui ont fait une étude, qui ont mesuré. C'est pour ça que j'ai dit, cette intelligence artificielle a un coût caché dont personne ne parle. Personne ne parle. Google pourra faire le chat GPT-3, a besoin de data centers, de serveurs, de gros ordinateurs. Et tout ça, ce que consomme en une heure un chat GPT-3, c'est équivalent à ce que consomment 120 foyers aux États-Unis. Les foyers aux États-Unis, c'est énergivore. Pendant une année. Si l'intelligence va aujourd'hui inonder ce monde, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que les gens ne parlent pas de ça. On ne parle que des bienfaits de l'intelligence artificielle. Mais ceux qui sont plus intimement liés au développement durable, c'est une catastrophe. Ou comment on doit-on faire pour rapporter toute cette énergie? Et donc la question, c'est comment réduire, pour moi le but, donc aujourd'hui je vais parler, à comment réduire cette consommation des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. Par quels moyens je dois le faire? Alors pour cela, je vais faire un récapitulatif. Tout est thermodynamique. La consommation d'énergie, c'est une production de chaleur. D'accord? Donc ça veut dire que cette transformation va consommer de l'énergie électrique, mais il va dégager de la chaleur. Donc ça veut dire que cette production d'énergie va encore augmenter quoi? Le taux de CO2 dans l'atmosphère. Sans le savoir. Le taux de CO2 aussi dans l'atmosphère. Donc comment? Alors la thermodynamique, elle repose sur trois lois fondamentales, ou trois principes fondamentaux.
Ce sont ce qu'on appelle les lois de la thermodynamique. Le premier principe, c'est le principe de la conservation de l'énergie interne. C'est Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc il y a la conservation de l'énergie interne des systèmes. La deuxième, c'est le principe d'évolution. Tout système évolue. Tout système, son entropie augmente. Et c'est ça qui va nous guider à trouver la solution, à renverser la tendance. Parce que plus un système va consommer, plus il va produire de l'entropie. Donc la grandeur fondamentale que nous devons maîtriser pour ce besoin, c'est l'entropie. Comment pouvoir maîtriser à ce que cette entropie soit la minimum possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous savez tous, c'est quoi l'entropie? L'entropie, c'est celui qui a développé la première fois pour mesurer, parce que ça mesure. L'entropie se mesure. Le premier, c'est Clausius, qui a donné une première définition comment on peut mesurer l'entropie. C'est la variation de la quantité de chaleur au cours du temps. L'entropie, c'est l'évolution de la quantité de chaleur au cours du temps. Donc, et on voit que cette variation de chaleur, elle est toujours positive. Elle augmente tout le temps. Ça veut dire, entre cet instant et le fait que je suis là, mon entropie a augmenté. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième. Et celui qui lui a donné le vrai sens, intimement lié aux configurations atomiques, d'accord, c'est Boltzmann, 1860, qui lui a donné une notion statistique. C'est-à-dire qu'on a introduit cette notion de statistique. Parce que pourquoi? Statistique liée à l'organisation. L'organisation liée à la désorganisation. Désorganisation au désordre. Et le désordre, je ne peux pas le quantifier de façon absolue. Je ne peux le quantifier que par rapport à une approche statistique. Et c'est Boltzmann. Mais quand il a donné cette équation, personne ne l'a cru. On l'a traité de ridicule. Il n'a pas accepté ça, il s'est suicidé. Boltzmann s'est suicidé par chagrin que personne ne croit à sa théorie. C'est par la suite, quand il y a eu le développement de la physique statistique de façon générale, qu'on a rendu hommage à Boltzmann de nous avoir donné une approche originale de la mesure de l'entropie. Regardez bien cette équation. K, qui est la constante de Boltzmann, fois la distribution, d'accord, des atomes dans un milieu qui va vous donner l'entropie. Et puis, pourquoi? Parce que l'entropie, c'est quoi, en fait? L'entropie, c'est ce principe fondamental d'irréversibilité, que les processus sont irréversibles. C'est-à-dire que si j'ai une tasse chaude de café, si je la laisse, elle va refroidir. Elle ne va jamais se réchauffer toute seule. D'accord? Donc il y a toujours le principe d'irréversibilité. C'est l'entropie, c'est celle qui parle de l'irréversibilité. Et puis il y a eu un déclic dans la fin des années, début des années 90, par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Ilya Prigogine, donc où il a dit qu'il y a certains phénomènes qui sont réversibles. D'accord? Et donc il dit, c'est ce qu'on appelle la fin des certitudes. Il y a un magnifique livre que vous pouvez lire qui s'appelle La fin des certitudes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le fait que l'entropie augmente, parce que l'entropie, puisque je ne peux pas la reconstituer, ça veut dire que je n'ai pas les informations nécessaires pour reconstituer l'information initiale. C'est ça, l'entropie. Donc l'entropie, c'est la perte de l'information contenue dans un système isolé. Donc ça veut dire que l'information, au cours du temps, elle se détruit. Donc il y a destruction de l'information au cours du temps, d'accord? Parce que l'entropie ne fait que croître. Et puis quand je vois ça, et puis les informaticiens se sont dit, ben tiens, puisque l'entropie mesure l'information, et que dans un ordinateur,
nous manipulons de l'information qui sont les bits. D'accord? Donc toute l'information est constituée de bits qui donnent un octet, hein, et qui donne toute chose est représentée par des bits. Donc il a dit, Shannon a transformé cette notion d'entropie par rapport à mesurer, quantifier l'information. Comment mesurer l'information? Et c'est pour ça comment vous mesurez l'information. C'est pour ça que quand vous achetez une clé USB, ou là vous avez une mémoire dans vos ordinateurs, on la mesure en octets. C'est 40 gigas, hein, ou là 20 gigas, c'est la capacité de combien d'informations peut contenir ce support physique. C'est la capacité combien votre support physique peut contenir d'informations. Et cette information, avec le temps, elle s'est détruite. Si vous laissez une clé USB, 20 ans après, vous allez la récupérer, ben, l'information peut-être que ne sera pas là, hein, sera détériorée. Donc l'information, pour la seule moyen aujourd'hui pour un être humain, pour préserver de l'information, il la stocke sur un support. Mais ce n'est pas suffisant, d'accord? Donc ça veut dire que le besoin aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement calcul dans les ordinateurs. Pour les data centers, c'est là le stockage de l'information. C'est pour ça qu'on aura besoin de plus en plus de systèmes de stockage de l'information. Et ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc c'est Boltzmann, et là, vous voyez, l'équation de tout à l'heure ressemble à la même équation de Boltzmann en fait. D'accord? Au lieu de dire que c'est l'entropie, c'est l'information, c'est la quantité d'information. D'accord? Et voilà donc ceci. Donc aujourd'hui, tous les moyens de stockage de l'information, aucun n'est perfectible. Tous ont un problème de perte d'information, parce qu'ils suivent la loi d'entropie. Il y a une chose que Dieu a créée qui préserve l'information, c'est l'ADN. L'ADN est conservé, l'information portée par une ADN est conservée à l'éternité. C'est pour ça que quand on va faire des recherches préhistoriques, on trouve des dinosaures ou des fossiles, on recueille l'ADN et on trouve l'information qui n'a pas varié. Et aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de pays, on stocke l'information stratégique dans de l'ADN. Maintenant, par exemple, des bibliothèques, des data centers sont... Et une technique, elle est très facile. Pour stocker de l'information sur l'ADN, c'est pas aussi difficile. C'est une petite expérience qui coûte 1000 €. Pour stocker de l'information, ça se vend comme gadget maintenant. Pour stocker de l'information sur l'ADN. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc voilà, je ne rentre pas dans la notion de bit. Donc, alors, comme Dieu dit, notre but aujourd'hui, comment pouvoir diminuer l'énergie consommée, d'accord, par soit augmenter la rapidité des ordinateurs et augmenter les capacités de stockage de ces ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils bouffent de l'argent, soit parce que c'est plus rapide, soit parce qu'ils stockent plus d'informations. Question: what is the maximum for bit processing rate of cubic centimeter material? What is the minimum amount of bit generated by bit processor? Alors, maintenant, le problème, puisque j'ai dit l'information se mesure par une unité qui s'appelle le bit dans un ordinateur. Je mesure l'information par l'unité de base qui est le bit. D'accord? Alors maintenant, je pose la question, comment je peux mesurer l'énergie consommée par un bit? Et cela, il y a un ingénieur allemand qui a réfléchi ça dans les années 60. Il s'appelle... Parce que pourquoi? Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, augmenter la capacité de vitesse d'un ordinateur, c'est avoir des microprocesseurs de plus en plus rapides. C'est l'intégration du maximum de processeurs dans un centimètre carré. C'est la loi de Moore, d'accord? Vous connaissez tous la loi de Moore. Donc
Elle augmente, d'accord, mais elle a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Donc on va, pour augmenter, on va à l'échelle nanométrique. Faire des dispositifs à l'échelle nanométrique. Donc si on va à l'échelle nanométrique, ce n'est plus les effets classiques qu'on connaît, c'est les effets quantiques. Donc nous sommes dans un autre monde. Nous passons d'un monde classique à un monde quantique aujourd'hui, où les effets quantiques prennent le dessus. Alors comme j'ai dit, celui qui a le premier réfléchi à mesurer la quantité d'énergie consommée par un bit, c'est Landauer, qui a développé le principe de Landauer. Le principe de Landauer, c'est comment il a pu faire la connexion entre l'entropie de Shannon, qui mesure l'information, d'accord, et la physique. Comment je suis passé de la théorie de l'information, je peux passer de la théorie thermodynamique. Donc, le deuxième principe de la thermodynamique. Parce que la loi de Shannon vous donne de l'information, mais l'entropie vous donne la quantité de chaleur qui a été consommée, la variation de la quantité de chaleur au cours du temps. Donc, Landauer a travaillé dans les années 60, il a trouvé. Et donc, il a dit qu'un bit, il a trouvé qu'un bit équivaut à KB, constante de Boltzmann, la température auquel il fonctionne, logarithme de 2. C'est très petit. C'est l'équivalent de 10 moins 21 joules. Un bit consomme 10 moins 21 joules. Mais dans un ordinateur, c'est des mégabits, hein? C'est des gigabits, d'accord? Donc si vous allez le faire, donc qu'est-ce que et donc Landauer qui a écrit, donc on a, et puis comme j'ai dit, Landauer a donné cette idée dans les années 60, et puis c'est resté. Cette publication est restée rangée dans les tiroirs. Et puis avec l'avènement aujourd'hui des problèmes qui se posent, 2012, il y a eu un article qui a été publié, d'accord, vérification expérimentale, hein? Donc on a, parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques pour le faire à l'époque, et donc avec l'avènement des techniques expérimentales, les chercheurs sont arrivés à démontrer expérimentalement que ce que prévoyait par théorie Landauer, on a pu vérifier expérimental que l'équation, cette équation qu'a donnée Landauer est juste. Dans cet article qui a été publié dans Nature en 2012. Et donc ça veut dire que quand vous écrivez un bit, ou vous effacez un bit, vous consommez de l'eau, vous produisez de la chaleur. Et donc c'est pour ça que quand vous touchez un ordinateur, hein, ou vous touchez un processeur, il est chaud. Parce qu'il consomme et il transforme votre énergie électrique en chaleur. Donc et cette chaleur, elle est perdue dans l'environnement, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a la perte de l'information. Et donc la loi de Landauer, donc si vous prenez cette loi maintenant et vous écrivez l'énergie par opération logique, donc par une porte logique, en fonction, d'accord, du temps, qu'est-ce qu'on remarque? Ça veut dire qu'on développe aujourd'hui plus des ordinateurs, c'est normal, d'accord, mais qui consomment moins d'énergie. C'est ça la technologie. Avant, on avait de gros ordinateurs. Pour faire fonctionner un IBM ordinateur, on avait besoin beaucoup, parce que c'était des lampes, hein, c'était des tubes, etc. Et puis plus il y a la miniaturisation, plus il y a moins de consommation. Ça veut dire que quand vous voyez la courbe, on tend vers la limite de Landauer. La limite de Landauer, c'est là. C'est-à-dire le minimum qu'on peut consommer, c'est d'avoir développé des processeurs qui arrivent à consommer ce que consomme un bit. Donc 10 moins 21 joules, on est là. D'accord? Aujourd'hui, en 2012, c'est la courbe que j'ai trouvée, expérimentale, qu'ont fait les chercheurs qui ont publié sur Nature, elle est là. C'est-à-dire que nous sommes à peu près à 1 électronvolt. L'énergie consommée par un bit, aujourd'hui, équivaut à 1 électronvolt. D'accord? Mais la limite que peut consommer un bit,
c'est 10 moins 21. Ça, c'est la théorie qui est prédite par Landauer. Donc, est-ce que je peux descendre au-delà de cette limite? Donc, je vois que la technologie évolue vers cette tendance. Comment je peux, donc la question, comment je peux arriver à consommer plus petit que 10,21 joules? Et si j'arrive à... Et donc, dans ce sens-là, est-ce que je peux consommer en négatif? Est-ce possible de consommer en négatif? C'est-à-dire que je ne consomme pas, je produis, hein, en faisant une opération de l'information. C'est-à-dire, si je produis, hein, ça veut dire que c'est une entropie négative. Est-ce que je peux développer des systèmes qui violent la deuxième loi de la thermodynamique? C'est-à-dire que l'entropie décroît, l'entropie ne croît pas. Voilà le besoin, voilà le défi. Est-ce possible ou non? Et donc, comme je dis, pour que j'ai une entropie négative, il faut que le processus soit réversible. Je vais dans l'autre sens, d'accord? Ça se réchauffe tout seul, sans produire, sans que je lui donne de l'énergie extérieure. Ça veut dire que je dois trouver des structures ou des systèmes qui violent la loi de l'irréversibilité. Donc, what is irréversibilité en informatique? Ça veut dire que si j'ai ici une porte logique qui fait l'addition, 2 plus 2 égale, elle te donne à la sortie cette porte, puisque c'est une porte qui fait la somme, 4. D'accord? On est d'accord? Et en faisant cette opération, elle consomme de l'énergie. Donc son entropie augmente. Mais est-ce que, à partir du 4, c'est-à-dire que si je connais la sortie 4, et que je sais que c'est une porte qui fait la somme, est-ce que je peux savoir qui était la valeur de x et qui était la valeur de y? J'ai plusieurs possibilités. Ça peut être 2 et 2, ça fait 4. Ça peut être 3 plus 1, ou 1 et 3 en bas, ou ça peut être 4 et 0. Donc ça veut dire, connaissant la sortie, j'ai peut-être 4 possibilités, hein, à l'intérieur. Donc, pour avoir les réversibilités, si je connais la sortie, d'accord, est-ce que je peux connaître l'entrée? Non. Et c'est pour ça que le processus d'une porte, elle est toujours irréversible. Elle ne peut pas vous donner l'opération inverse. Parce que si je connais le résultat 4, 4 ça peut être la combinaison de plusieurs chiffres. D'accord? On a fait le test. Il y a eu une publication qui a été faite par les Chinois en 2018, d'accord? Ils ont pris un atome unique pour voir si c'est toujours de Landauer est possible. C'est ce qu'il s'appelle, d'accord, le test quantique. Parce que si je suis à 10, je suis à l'échelle plus bas que l'électron-volt, je suis à des échelles d'effet quantique. Hein? Les tests ne peuvent se faire quantique. Donc si vous êtes intéressé, il y a cet article. Donc le principe de Landauer, comme j'ai dit, aujourd'hui, est testé à l'échelle quantique. Donc, tout ceci pour arriver, si à l'opposé, si nous ne savons pas s'il vaut 0 ou 1, nous gagnerons maximum d'informations en le lisant. Son entropie est maximale. C'est normal. Si je connais la sortie, d'accord, ben je vais perdre de l'énergie pour trouver l'entrée. Et l'entrée, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quelle peut être la valeur, donc il peut me donner plusieurs possibilités. Et donc c'est là, donc le principe, je ne peux pas le faire. Par conséquent, en remettant la valeur du bit inconnu à 0, l'entropie passe de sa valeur maximum à 0. Voilà le deal. Si je peux reconnaître ceci, cette diminution est compensée par l'augmentation de l'entropie de l'environnement, d'accord,
du bit de telle sorte que la seconde loi de la thermodynamique est vérifiée. Ça veut dire que l'entropie, en fait, je ne viole pas la loi de l'entropie. Parce qu'en fait, cette entropie que je perds, ou que je gagne, d'accord, elle est compensée par l'environnement dans lequel est votre ordinateur. Donc ça veut dire ce qui a été gagné au niveau du calcul est perdu au niveau de l'environnement, parce qu'il y a un échange de chaleur entre le bit et la rate. Donc la manipulation irréversible de l'information possède un coût énergétique. Un exemple. Je vais prendre une porte E. Si A égale à 0 et B égale à 0, donc la porte c'est 0. 0 et 1 c'est 0. 1 et 0 c'est 0. 1 et 1 c'est 1. Vous voyez combien de possibilités j'ai avec une porte E. D'accord? Donc, la sortie sera toujours 0 si un des éléments, d'accord, est 0. Ça, c'est tout à fait logique. Si les deux vont 1, la sortie est 1. Donc si j'ai 1, la seule chose où je sais que c'est vrai, c'est que si j'ai la sortie qui est égale à 1. Donc automatiquement, je vais dire que l'entrée, c'est A égale 1 et B égale 1. Mais dans les autres, s'il est égal à 0, j'ai 3 possibilités. Donc je ne peux pas savoir. Donc ce n'est pas bon, d'accord? Et c'est le premier qui a parlé de ça. En fait, c'est Feynman, dans les années 50. Feynman, c'est le premier précurseur, c'est-à-dire qu'il a dit on peut arriver un jour à fabriquer des ordinateurs réversibles adiabatiques. Il a introduit cette notion adiabatique, reversible computing. C'est le premier qui a eu cette idée de visionnaire, d'accord, que la physique permet théoriquement d'arriver à cette conclusion. Alors, je vais donner un exemple. Utopique pour le moment. Hein. Supposons que x égale à 5 hein, et y égale à 5. Et que j'ai une porte qui fait le plus et le moins en même temps. Je fabrique une porte logique hein, qui peut faire l'addition et la soustraction. Si j'ai dans la sortie de l'addition, ça veut dire que x plus y, 5 plus 3 égale à 8. D'accord? Et si maintenant je porte sur le côté qui me donne la soustraction, ça me fait 8 moins 5, 5 moins 3, ça me fait 2. Donc ça veut dire qu'à la sortie, j'ai deux équations. X plus y égale à 8 et x moins y égale à 2. J'ai deux équations à deux inconnus. Donc automatiquement, je peux trouver la solution à l'entrée. Que c'est 5 et 3. Ça ne peut pas être autre chose. Donc pour faire de l'irréversibilité, il faut que j'arrive à développer une porte logique de ce type. Voilà le deal. Parce que si je connais la sortie, je peux automatiquement connaître l'entrée. Ça veut dire que je suis dans un système réversible. D'accord? Ça vous paraît utopique. D'accord? Mais ça viendra. J'en suis sûr que vous cherchez ou d'autres personnes vont trouver quel matériau peut faire cette. On peut fabriquer une porte qui pourra faire ceci. D'accord? Et aujourd'hui, l'ordinateur quantique peut faire ça. L'ordinateur quantique est capable de faire ceci. Voilà le big challenge. Le big challenge, c'est que pour être dans des situations pareilles, je ne peux pas être dans le monde classique. Pour pouvoir arriver à ça, il faut que je voie dans un autre monde. Un monde de l'infiniment petit où tout est possible. Et donc, la promesse aujourd'hui, qu'on peut faire ce qu'on appelle du reverse computing. C'est ce qu'on appelle du reverse computing. On peut le faire que si on développe des ordinateurs quantiques. Et donc ça veut dire que si je développe des ordinateurs quantiques, je peux rentrer dans le domaine de la réversibilité. Et nous savons tous qu'en mécanique quantique,
le retour vers le passé est possible. Qu'avec la mécanique quantique, rien n'empêche, il n'y a pas de flèche du temps, comme dans la mécanique classique. Que la mécanique quantique permet de revenir dans le passé. Et donc, si je connais une situation à un instant T, je peux connaître cette situation à un instant T moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire que la solution aujourd'hui, pour pouvoir consommer moins d'énergie, il faut produire moins d'entropie. Et pour produire moins d'entropie, il faut produire des ordinateurs quantiques. Mais pour faire des ordinateurs quantiques, il faut que j'ai des matériaux pour pouvoir les faire, c'est maîtriser le spin. Ce n'est plus ces opérations ne sont plus faites par des électrons, comme dans les portes légiques. C'est des électrons fermés, ouverts, électricité pas. C'est pas l'électron, d'accord? Mais c'est plus petit que l'électron. C'est le subatomique. Je suis à l'échelle du spin. Ça veut dire que je dois aujourd'hui fabriquer des portes logiques basées sur le spin. Et ça se fait aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui. Il y a des matériaux aujourd'hui auxquels on maîtrise le spin. Parce qu'un effet quantique, c'est quoi? Quel est le problème de l'effet quantique? Quel est le problème qui ne nous fait pas rêver, comme dans les films de science-fiction avec la mécanique quantique? Qu'est-ce qui nous empêche d'être quantique? Qu'est-ce qui nous empêche de rendre la mécanique quantique une réalité avec laquelle on vit? C'est ce qu'on appelle en mécanique quantique le problème de la décohérence. Qu'est-ce que ça veut dire la décohérence? La décohérence est liée avec l'observateur. C'est le fameux chat de Schrödinger. Ça veut dire tant que je ne regarde pas, le chat est là. Ou là, le chat n'est pas là. Mais dès que je le regarde, le chat devient une réalité. Alors, dans la mesure, quand je fais la mesure, un système expérimental, il faut que j'ai de la certitude. Donc, ça veut dire que cet état, il faut qu'il reste. Il ne faut pas que si je change, je l'observe, je ne le change pas, je ne le sais pas, il n'est pas là. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Donc, chercher à faire de la cohérence quantique. Qu'est-ce que ça veut dire la cohérence quantique? Figer l'état. Comment je peux figer l'état? Qu'il reste, que je le regarde ou je ne le regarde pas. Aujourd'hui, dans les ordinateurs quantiques, on fige l'état pendant quelques millisecondes. On le fige comment? Par des lasers. On refroidit. On fait du refroidissement à l'échelle, à la température de l'hélium liquide. Ce qu'on est dans un état, ce qu'on appelle de boson. Les fermions devant des bosons. Et donc, si je le fige, il est à l'état, ce qu'on appelle adiabatique. Et donc, ça veut dire que toute la promesse technologique aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à la cohérence quantique. Comment? C'est le génie des chercheurs, des expérimentateurs. C'est ce qu'a fait Alain Aspect et qui a obtenu pour cela le prix Nobel de physique cette année en mécanique quantique. Parce qu'il a démontré, il a figé ces états, d'accord, avec des lasers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis, les lasers, c'est l'avenir de l'humanité. Plus on va développer des lasers, de plus en plus, les fréquences sont de plus en plus modulables, l'énergie de plus en plus modulable, on pourra tout faire. On pourra tout faire. Et l'ordinateur quantique, pour le fabriquer, 80% c'est des lasers. Pour manipuler ces atomes à l'échelle du spin. D'accord? On va le voir par la suite, tout à l'heure, quand on va parler des cristaux temporels. Parce que les cristaux temporels, c'est la base des ordinateurs quantiques. Alors, conclusion pour cette première partie. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour faire de l'ordinateur quantique? Voilà les raisons, d'accord? Si nous arrivons à faire ça, voilà ce que nous allons
gagner, d'accord, pour le développement durable et pour l'humanité. Donc ça veut dire que l'avenir, d'accord, est quantique. Développer les ordinateurs quantiques. Google vient de dire que je suis arrivé à la suprématie quantique en développant son premier ordinateur quantique. Il paraît que les Chinois, aujourd'hui, dans pas moins de 10 ans, ils vont commercialiser des portables quantiques, des ordinateurs portables quantiques. Fou, hein? Ce qui paraissait de la science-fiction à l'époque de Landauer en 1960 est devenu une réalité aujourd'hui. Alors maintenant, si vous allez voir, tous les laboratoires au monde, des plus petits pays, tous développent leur version d'ordinateur quantique. Pourquoi pas vous? Il faut allier. C'est pour ça que ce sont des projets fédérateurs. Il faut allier plusieurs types de compétences. Nous avons les lasers, nous avons des gens qui travaillent sur les matériaux, nous avons les gens qui travaillent sur des théories, donc nous avons des gens qui travaillent sur le quantique. Même si ça prend 10 ans, mais seul juste le fait de réfléchir et d'essayer de développer, c'est de la connaissance qu'on va acquérir et on va développer. Voilà la première partie. La deuxième partie, les cristaux temporels. Quand vous prenez un cristal, comme vous voyez ici, tout ce que nous connaissons dans un cristal, c'est qu'un cristal, c'est une répétition d'un motif dans les 3 dimensions spatiales. Donc pour nous, un cristal, ce n'est rien d'autre qu'une configuration spatiale d'atomes. Parfait. On n'a jamais parlé de temps dans le cristal. Un cristal est symétrique par rapport à l'espace. On utilise les lois de symétrie que dans le domaine spatial. Mais pensez-vous qu'on peut ajouter une 4e dimension au cristal? Comment ça? Une 4e dimension d'un cristal. Un cristal qui est symétrique par rapport au temps, qui peut avoir différentes configurations, non seulement par rapport à l'espace, mais par rapport au temps. C'est inimaginable. Comment je peux faire, d'accord, pour rendre un cristal, non seulement il dépend de X, Y et Z, mais il dépend de T. Ça, on l'a vu que pour des objets, macroscopiques, par la relativité, où il y a une dualité espace-temps. Il y a une relation entre l'espace et le temps. Mais pour les cristaux, est-ce possible d'avoir ceci? Donc, nous sommes toujours dans l'entropie. Ça veut dire qu'un réseau comme celui-là, à un instant t, il est dans une position, à un instant t plus 1, il est dans une autre position, une autre structure cristalline, d'accord? À un t moins 2, il revient à sa première structure cristalline. Donc s'il revient à sa première structure cristalline, qu'est-ce que ça veut dire? Le système est réversible. J'ai brisé la 2e loi de la thermodynamique, d'accord? J'ai brisé la 2e. Donc ça veut dire, il semble que le cristal virtuel, d'accord, suspend les lois de la thermodynamique presque indéfiniment. Donc un cristal temporel viole la loi de la thermodynamique. Et on va voir comment. On va voir comment. On va essayer de voir comment.
On va essayer. Hein? Alors, supposons que vous avez une boîte. D'accord? Une boîte. Vous mettez 20 pièces de cette boîte de 1 dinar. D'accord? Et vous allez prendre cette boîte, vous avez mis 40 pièces de 1 dinar, vous allez secouer à l'intérieur. D'accord? Après 1 million de fois de trucs, loi de la statistique, j'ai 50% de chances que les pièces soient piles et 50% de chances que les pièces soient face. Si je le secoue une autre fois, 1 million plus 1, j'aurai toujours cette loi de probabilité. Hein? 50% de pièces seront piles et 50% de pièces qui seront face. Un cristal virtuel, si mes pièces de 1 dinar étaient des cristaux virtuels, les 40, et je les secoue, d'accord, 1 million de fois. J'ouvre la boîte, ils sont tous piles. Si je secoue une autre fois 1 million plus 1 et j'ouvre, ils sont tous face. Est-ce possible? Donc ça veut dire que si je prends un cristal, d'accord, et si ça c'est des atomes, on va essayer de voir, d'accord, ces atomes, d'accord, un atome est identifié par quoi? À l'échelle quantique, par des spins, d'accord. Ça veut dire que si j'envoie un laser sur ces atomes-là, d'accord, sur mon cristal, ça veut dire que certains spins vont être top et d'autres spins vont être face. Si je renvoie le laser une autre fois, d'accord, certains vont flipper, vont être face, vont être vers le haut et d'autres vont être vers le bas. Dans un cristal quantique, dans un cristal temporel, si j'envoie un faisceau laser sur ces atomes, il faut trouver ces atomes, ça existe maintenant, d'accord, et j'envoie le laser, ils vont tous pointer dans le haut. Si j'envoie une deuxième fois le laser, ils vont tous pointer vers le bas. Et si je refais, alors je refasse le laser vers le haut. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont flipper entre tous les spins vers le haut et tous les spins vers le bas. Donc ça veut dire quoi? J'ai une symétrie temporelle. J'ai une symétrie temporelle. Donc par rapport au temps, les spins vont être dans une position. Et à l'instant t plus 1, ils vont être dans une autre position. Si je fais une onde t moins 2, ils vont être dans la même position qu'ils étaient. Ils reviennent à leur état initial. C'est ça, un cristal temporel. Donc tout est affaire de spin. Donc si j'arrive à maîtriser et mettre en place une électronique basée sur le spin, je vais fabriquer des ordinateurs quantiques. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est comme une montre, le tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Position, une autre position, une autre position. Et le premier qui a suggéré cette idée, quand il l'a fait, c'était théorie comme Einstein, MIT, professeur Zec. En 2004, il écrit un article dont il est le seul auteur pour mettre en place la théorie des cristaux qui, lui, la première fois parle de cristal temporel dans un article dans Physical Review. 2004 propose pour la première fois l'idée du cristal temporel dans Physical Review Letters en 2012. Il suggère l'idée et qu'en 2012, son article est accepté parce que l'article soit accepté de correction, c'est pas logique, c'est pas tirage jusqu'en 2012, 2004, qu'en 2012, son article a accepté son article dans Physical Review Letters. Dans cette étude, il suggère une forme de matière qui brise spontanément l'invariance temporelle.
Donc nous sommes dans tous les problèmes de symétrie. Symétrie fondamentale dans le temps qui n'existait nulle part. D'accord, parfois. Ça veut dire qu'il met en place, il suggère un nouveau état de la matière. En fait, c'est un nouvel état de la matière. Parce que la matière, c'est un flot liquide, solide et gaz. Et là, il introduit une nouvelle phase de la matière. Donc, le concept d'invariance temporelle dicte que faire quelque chose maintenant produirait le même résultat que faire la même chose dans le futur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de principe de causalité, que certains effets sont sans cause. D'accord? Oui, on en parlera de ça. Donc les cristaux parallèles ne peuvent pas exister en équilibre thermique. Donc, un matériau, toujours un matériau à l'état fondamental. Basse énergie, l'état à l'énergie la plus basse quand il s'agit de spatial. D'accord? Mais avec un cristal temporel, pas l'état de l'équilibre thermique, ni une sorte de ground state, n'existe pas dans les cristals temporels. Donc il y a un perpétuel changement, c'est-à-dire que nous faisons d'un minimum local à un minimum, un minimum secondaire, de minimum secondaire à un minimum local, alors que nous, quand on n'approche pas, on cherche toujours l'état. Quand il est dans un état fondamental, si je ne l'excite pas, je lui donne pas, il restera toujours dans cet état fondamental. Mais dans un cristal virtuel, même si c'est à l'état fondamental du point de vue spatial, il ne sera jamais à l'état spatial. Donc les cristaux de temps aussi, sans apport d'énergie, ça veut dire que je n'ai pas apporté d'énergie. Ils vont automatiquement tout seuls flipper d'un état à un autre état. Donc, comme une horloge qui n'a jamais besoin de la remonter. Parce que pour qu'une horloge soit une machine perpétuelle, il faut à chaque fois la remonter, une horloge. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle cristal temporel, l'horloge qui ne se monte pas. Bon, ça, si je ne vais pas m'introduire dans ça, parce que je vais introduire la mécanique quantique, ce n'est pas le but, mais c'est juste ce que vous voulez. Donc, conséquence. Ordinateur, que nous savons, c'est les électrons dans l'espace. On a toujours réfléchi en termes de maîtrise d'ordinateur et dans un espace. Essayez maintenant d'imaginer que tout se passe non pas dans l'espace, mais dans la 4e dimension du temps. On a fait des films de science-fiction. Nous ne sommes plus dans un espace que nous connaissons, mais nous sommes dans une dimension de pas temporelle. Est-il possible que les dispositifs en matière condensée et l'électronique conventionnelle puissent entrer dans la dimension temporelle? Voilà le défi. C'est possible. Un rêve auquel vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes coincé dans une salle de danse, en train d'exécuter une valse interminable. Les heures passent et la danse continue. Les heures se font en jours, en années, en siècles, en millénaires. Finalement, des milliards d'années se sont écoulées au cours desquelles l'univers s'est trouvé en un vide sans relief peuplé pratiquement de vous et de vos compagnons infatigables valseurs dansant à travers l'éternité. Ça veut dire que si je lance des danseurs en train de faire la valse, le temps va passer. Ils ne vont pas s'apercevoir du temps, ils vont continuer éternellement. Donc ça veut dire que c'est matériellement, éternellement produire de l'information et non pas consommer, détruire de l'information, d'accord? Et c'est là l'éternité. D'accord? C'est ce qu'on appelle une machine à mouvement perpétuel. Cela pourrait même s'appliquer à l'origine et l'évolution de l'univers. On peut considérer ces cristaux du temps comme une nouvelle forme de matière, et cette matière peut être responsable de phénomènes mal compris, tels que l'étape auquel l'expansion cosmique a accéléré. Voilà, j'ai terminé. Je terminerai par le dernier point que je voudrais parler, puisque j'ai parlé de ça.
Tetrahedral field semi-conducteur. Les semi-conducteurs remplis. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient au terre-à-terre, d'accord? On revient au terre-à-terre. Quand on revient au terre-à-terre, j'ai un cristal, parce que généralement, quand vous cherchez un matériau nouveau, comme on parle, d'accord? Par exemple pour le photovoltaïque, d'accord? Je cherche un semi-conducteur à gap direct. D'accord? Je cherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On dope. Hein? On le dope, d'accord? Pour pouvoir avoir cette relation entre l'énergie et la fréquence. D'accord? Pour pouvoir faire ceci. Et donc, c'est pour ça que la quête de nouveaux matériaux pour le photovoltaïque, c'est de trouver de nouveaux matériaux qui possèdent ces propriétés. Mais n'a jamais pensé à avoir un matériau, d'accord? Ce matériau, parce que le dopage, en fait, c'est quoi? C'est remplacer, hein, d'accord, des atomes par d'autres atomes. Mais ici, c'est pas remplacer, c'est insérer. C'est pas de la substitution, c'est pas de l'insertion comme on l'a fait. C'est l'insertion dans les interstices, dans ces espaces vides. Et quand un cristal comme ça, il n'a pas beaucoup d'interstices. Parce que ça veut dire que je ne peux pas insérer n'importe quel atome. Parce que c'est la taille, hein? C'est sa forme, c'est son volume. Hein? Il ne peut pas être inséré. Donc qu'est-ce que je cherche? À trouver. Mais c'est pas con. Parce que quand j'insère, je peux insérer dans le dopage, hein, des matériaux. Mais quand j'insère un atome dans le dopage, il y a une interaction électronique entre l'élément dopant et les éléments de la structure, d'accord? Mais ici, c'est introduire des éléments, c'est des impuretés neutres, qui n'ont pas d'interaction électronique avec le système. Ils n'interagissent pas électroniquement, ils interagissent structuralement. Donc pour pouvoir insérer ces petits éléments, ça peut être que l'hydrogène ou l'hélium. Est-ce que je peux insérer du lithium, parce que ce sont les trois petits, lithium, hydrogène et hélium, sous forme d'atomes? Donc ça veut dire que si j'insère cet élément à l'intérieur de ces interstices, comment? Je vais vous donner peut-être la solution. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque cet atome va venir ici, il ne va pas interagir électroniquement, il va agir structurellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la taille de la maille élémentaire. Il va dilater la maille élémentaire. Et en dilatant la maille élémentaire, le silicium qui était, tout ce semi-conducteur qui était à gap indirect, peut devenir à gap direct. Donc ça veut dire l'avenir, c'est d'avoir les mêmes semi-conducteurs qui étaient indirects, qui n'étaient pas intéressants pour le photovoltaïque, d'introduire des éléments neutres, d'accord, pour pouvoir faire changer les dimensions de la maille élémentaire, ça veut dire le paramètre du réseau. Nous savons tous que si je fais un calcul ab initio, hein, le paramètre du réseau, s'il change, la structure change les propriétés électroniques. Et donc, il peut devenir, c'est ce qu'on appelle tetrahedral field semi-conducteur. Donc, la quête, c'est de pouvoir. Alors, aujourd'hui, comment on le fait? Comment on arrive? On arrive maintenant à introduire ces éléments, d'accord, par par des phénomènes d'oxydoréduction, d'accord, une cathode, une anode, d'accord, et j'arrive à pouvoir insérer certains atomes, et vous trouvez par exemple maintenant du lithium-silicium, de l'hélium-silicium, d'accord, et avec des propriétés très intéressantes du point de vue électronique. Voilà, j'ai terminé, il fait chaud.
Voilà, je vous ai...